tout l'intérêt de progresser, c'est de sortir de sa zone de confort. Bonjour à toutes et tous, il est 7h30, on se retrouve aujourd'hui parce que c'est le 1er mai, donc j'ai souhaité faire quelque chose d'un petit peu différent. Ni un cours d'arts martiaux, ni un cours de préparation physique. Donc aujourd'hui, quoi qu'il en soit, je vais aborder principalement trois thèmes, les arts martiaux, le sport en tant que préparation physique, et puis différentes méthodes d'entraînement. Et puis on parlera un peu alimentation et puis nutrition. Donc après je ferai la part belle à vos questions si vous en avez. On va commencer en parlant arts martiaux. Donc d'abord, je voudrais juste faire un point sur mes lives. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lives arts martiaux vietnamiens, déjà. Donc avec plus ou moins de réussite, forcément les premiers il y avait moins de monde. Et puis j'en ai quelques-uns qui ont vraiment cartonné. Donc à savoir le live sur les formes, donc les Tao, les Kuen, les Kata. Donc j'avais choisi de parler de la transmission jusqu'à la compétition. Donc celui-là il a fait un carton. Je suis à je sais plus combien de vues. Enfin il y a beaucoup de vues quoi par rapport aux autres. Il y a aussi celui sur la respiration. Alors c'est bizarre parce que c'est des thèmes qui m'ont été demandés. D'ailleurs les deux par la même personne, Jean-Marc. Et puis il se trouve que voilà, ça a recueilli vos faveurs, donc c'est chouette. Puis il y en a qui ont moins bien fonctionné. Le bâton long, mais ça, le bâton long, je m'attendais à ce qu'il fonctionne moins bien, dans le sens où en intérieur, je ne peux pas vraiment m'exprimer avec un bâton long, comme certains m'ont fait remarquer. C'est un petit peu compliqué avec les meubles, les murs et l'espace. Donc effectivement, c'était... Moi-même, je me suis pas vraiment éclaté en fait à le faisant, alors qu'habituellement, quand j'enseigne le bâton long, je m'éclate. Et puis le tout premier, j'ai choisi volontairement, sachant que ça allait frustrer certaines personnes, j'ai choisi volontairement de parler des positions de base. Et puis effectivement, ça a dû frustrer du monde parce que, bon, forcément, d'une part, c'était le premier live, donc il n'y avait pas forcément ce rendez-vous quotidien, encore à l'époque. Et puis, deuxièmement, les positions, c'est ce qui est un peu rébarbatif quand on commence les arts martiaux et qu'il faut s'astreindre ce travail statique qui facilement repousse les non-pratiquants, ou du moins les non-passionnés. Mais il faut y passer. Donc voilà, et pour autant, j'avais voulu absolument traiter d'abord ce sujet-là, parce que je pense enseigner des arts martiaux traditionnels, axés aussi sur et également les sports de combat, mais j'aime bien ce côté traditionnel. Donc quand on commence à faire la tradition, on commence par les fondamentaux. Voilà pourquoi j'avais commencé par ce premier live consacré au Kuen, aux formes, dans le sens plus large. Donc comme je vous dis, 15 lives déjà consacrés aux arts martiaux, aux sports de combat. Alors j'essaie de traiter de manière ludique, de manière à ce que ça puisse parler un petit peu à tout le monde. Avec une erreur de manip que j'ai effacée et impossible de récupérer ce live. C'était celui sur l'enseignement aux enfants qui m'a été redemandé. Je pense que je vais le retourner, peut-être plus sous forme de vidéo, parce que sous forme de live, j'arriverai pas à refaire quelque chose d'aussi convaincant, même si j'ai évidemment toujours mes plans. Donc voilà pour les arts martiaux. Donc j'ai quelques thèmes encore qui sont prévus, à savoir la défense contre arme blanche, que je devrais traiter soit lundi, soit mercredi. Le sabre large, donc pareil, soit lundi, soit mercredi. Et puis vendredi, je ne sais pas encore ce que je vais aborder comme sujet. Si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas, hein, mettez-les en barre de commentaires. Voilà, sur les arts martiaux, j'avais pas grand chose à vous dire, parce que je me donne vraiment à 100% sur les lives. J'essaie vraiment de vous apporter tout sans aucune restriction, sans garder de choses pour moi. Bon, à part quelques petits exercices des fois que je consacre à mes élèves. Mais en règle générale, j'essaie d'être le plus objectif possible, le plus ouvert possible, et j'essaie réellement d'être dans cette idée de partage. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les arts martiaux, sinon on va passer directement au sport préparation physique. Que là j'ai prédéfini déjà des sujets. Je vais vous expliquer quelques points importants. Donc rapidement, on va parler du HIIT, parce que vous avez remarqué que dans mes cours de prépa, je fais beaucoup de HIIT, donc High Intensity Interval Training, donc en fait du travail à haute intensité. Donc je vais vous en parler un petit peu, les plus et les moins de ce type d'exercice. La musculation, on va aborder la musculation stricte. On parlera aussi un peu course à pied. Et puis on fera un petit parallèle entre le travail au poids de corps et le travail avec des charges additionnelles.
Donc concernant le sport, et principalement là je vais commencer par la haute intensité. Qu'est-ce que c'est que le HIIT? Vous avez vu que je le note souvent, tant dans mes types de vidéos que dans mes cours, et bref. Donc en fait le HIIT, ce sont des séries courtes. Et pourquoi elles sont courtes? Parce qu'en fait justement l'objectif c'est de garder de la très haute intensité. Et effectivement si on fait une série de 20 minutes, une série, je ne parle pas d'un entraînement, d'une série sur un exercice ou deux exercices de 20 minutes, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Ouais, je peux pas faire ça, c'est pas grave. Très compliqué, pardon, de garder l'intensité. Donc le HIIT, c'est bien ça. La priorité, c'est de garder une intensité haute sur des temps d'exercice assez courts, avec un temps de récupération relativement court, toujours pareil, pour pouvoir descendre en intensité et pour pouvoir repartir. Donc là, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'axer le travail soit sur des formules haut de corps, des formules bas de corps, en fonction de votre préparation sur la journée, ou alors simplement des full body, donc sur l'intégralité du corps. On peut aussi axer le travail sur un travail cardiovasculaire et respiratoire, ou avoir tout type de circuit comme je fais pendant ce confinement, avec des ustensiles particuliers, donc que ce soit les bouteilles, que ce soit la chaise, les packs d'eau. Voilà, donc on peut s'amuser. Donc moi c'est ce que je trouve d'intéressant aussi dans le HIIT. Donc c'est son côté ludique. C'est sympa, on passe d'un exercice à un autre assez rapidement. Donc ça évite la lassitude, ça évite aussi du coup de dégrader trop vite la forme technique du mouvement. Au niveau du gain musculaire, c'est pas comparable avec un travail de musculation pure. Encore que si c'est vraiment très régulier, on va avoir un gain musculaire ou tout au moins un maintien musculaire vraiment important. Et on va travailler en dynamisme, d'accord? On va travailler plus des fibres rapides musculaires que de la fibre lente. Donc, le gros intérêt du HIIT, c'est son efficacité, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de brûler de la calorie entre 24, 48, et j'ai déjà vu dans certains articles jusqu'à 72 heures. Donc en fonction de l'intensité, bien sûr. Hein. Si on fait un cours comme on a fait hier, la séance d'abdominaux hier, forcément, vous allez, là c'est fini, on a récupéré. Hein. Enfin, je pense que tout le monde a récupéré. Moi, j'avais récupéré avant d'avoir, même pendant et avant d'avoir fini. Hein. C'était, je m'attendais à ce qu'elle soit plus intensive. Comme je vous dis, quand je fais un cours, je le prépare. Vous voyez avec mes fiches, de toute façon, tout le temps. Hein. Et puis les fiches se rapportent. Et par contre, je ne teste pas. Je teste avec vous. Certains exercices, je les ai déjà faits. Enfin, les exercices, je les ai déjà faits. J'ai certaines séries que j'ai déjà fait parce que c'est celles que j'utilise déjà avec des clients. Mais en règle générale, ces séries, ces séances, je les teste avec vous. C'est plus rigolo. Sinon, voilà, si moi je suis préparé dessus, je sais à quoi m'attendre, bah, je perds aussi ce côté, j'ai envie de m'amuser avec vous, quoi. Puis ça m'oblige à me repousser aussi un petit peu. Donc, efficacité, et on brûle, salut Mika, on brûle des calories pendant un laps de temps beaucoup plus long. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché au niveau du HIIT. Le fait que ce soit des séries courtes, avec des temps de récupération courtes, souvent ça nous fait des séances courtes aussi. De toute façon, on est bien d'accord que si on monte très haut dans les tours, on ne peut pas maintenir cet effort à ce niveau-là pendant une période au-delà de 30-40 minutes. 45 pour moi c'est le maxi. Hein. Vous voyez les séances quand je les fais vraiment en HIIT, on va rarement au-dessus de 45 minutes en incluant l'échauffement. Donc il dure, bon je le fais assez rapidement là pendant les séances, et il dure allez 5-10 minutes quoi, maxi. Donc si on prend l'exemple type, mardi, le défi qu'on a fait mardi, pour ceux qui l'ont fait avec nous, j'avais tablé 40 minutes. Et donc avec un nombre de séries maximum, hein, on visait 20, moi j'ai fait 19, peut-être que certains d'entre vous ont fait 20, et j'ai pas réussi à faire les 20 en 40 minutes. Mais donc du coup c'est un temps, on est sur une intensité vraiment maximale. Mais le maximal, voilà, on s'est pas relâché, on s'est relâché à la fin. Donc c'est vrai que le temps de récup, certains l'ont dit, était très très court. Bah oui, mais c'est l'intérêt du HIIT. Si on reprend beaucoup de temps pour récupérer, en fait on va décongestionner les muscles, on va faire redescendre le rythme cardiaque, le métabolisme, et ben, du coup il faut repartir à zéro sur chaque série. Donc là on perd complètement l'intérêt de ce type de travail. Donc ensuite on a l'efficacité au niveau du système cardiovasculaire et respiratoire. Bah ouais, c'est de la haute intensité, donc forcément ça bombarde au niveau du cœur, il faut que ça pompe dur, quoi. Donc ça, c'est tous les points positifs de ce type de travail, qu'à titre personnel, j'apprécie beaucoup. Ensuite, il y a deux risques. Alors, le premier risque, il est si on ne prend pas en compte son propre état physique, si on cherche à suivre forcément le professeur, ou si c'est un travail de groupe, si le prof
fait un cours en se regardant lui sans regarder les autres. Moi, c'est un petit peu ce que je fais par le biais de la vidéo, mais les gens qui vous entraînez avec moi régulièrement, vous savez que j'essaye, je vous donne la caisse, j'essaye de vous donner la caisse, mais je suis là et j'essaie de vous corriger aussi au fur et à mesure, hein, chacun en fonction de ce que je vois. L'important, il est là. Si vous regardez une vidéo que vous balancez sur un circuit vraiment en haute intensité, sans avoir la condition physique adéquate, c'est un coup à vraiment vous sentir mal. En plus, il y a certains exercices qui vont être beaucoup plus traumatisants, beaucoup plus déstabilisants. Je pense notamment aux burpees, si vous n'êtes pas habitué à faire des burpees. La station saut, station en bas avec la pompe, et hop, on rebondit tout de suite. Quand le cœur commence à être un petit peu à la ramasse, quand on n'arrive plus à retrouver son souffle, le fait d'être en haut, en haut, en bas aussi vite, au niveau de l'oreille interne, il y a une perte d'équilibre, il y a une fatigue qui arrive tout de suite, et on n'est pas forcément bien. Donc, c'est vraiment important de se connaître, de travailler en fonction de ses capacités, donc tout simplement de chercher à se dépasser, quoi, hein. Pas chercher à suivre la personne qui fait le cours, chercher à se dépasser à titre personnel. La première série, on l'a fait modérément, on se teste, on se jauge, et ensuite, on accélère. Et puis quand on est obligé de couper, on ralentit. Le but, c'est pas de faire un malaise à la fin de la séance, hein. Sinon, c'est que je suis vraiment pas clair ou que je m'exprime très très mal pendant mes cours. Et j'ai tout à reprendre. Et puis l'autre risque, c'est la dégradation de la technique. Puisque forcément, on est dans l'intensité. Donc on est dans une certaine recherche de vitesse, de nombre de répétitions. Donc forcément, la fatigue aidante, on risque de commencer à dégrader un petit peu ces techniques. C'est pour ça aussi que j'essaye systématiquement de vous proposer des exercices à différents niveaux de capacité. Par exemple les pompes, hein. Entre les pompes en position complète, c'est-à-dire sur les pieds et sur les mains, je vous montre à chaque fois, même si je sais que vous le savez, vous vous mettez sur les genoux. Et oui, vous réduisez le bras de levier et de ce fait, c'est un peu plus facile. Donc voilà, il y a toujours possibilité de réduire la difficulté de l'exercice et ainsi de pouvoir finir avec une exécution à peu près propre. C'est vraiment là important, hein. L'exécution, elle doit être propre. Voilà pour le HIIT. Donc, quand on parle de musculation, on parle souvent de deux courants. Donc, ce HIIT, ou le Tabata, et ensuite, la musculation stricte. Donc, je vais faire un point sur la musculation stricte. Vous savez que personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais été un fan de musculation. Et puis, je me suis mis fin d'année dernière. Parce qu'en changeant de travail, j'ai pu m'organiser pour m'entraîner le matin, donc en musculation stricte, quoi. Donc avec des charges additionnelles en machine ou alors avec haltère. En musculation, on distingue deux types de travail. Le travail polyarticulaire, grosso modo, c'est la majorité des exercices, que ce soit le développé couché, que ce soit le squat, que ce soit... là, comme ça, de tête, moi j'avais noté ces deux-là parce que c'est les plus flagrants. C'est d'ailleurs des exercices qu'on retrouve la plupart du temps sur le Tabata, hein, donc sur les circuits training. Donc les exercices polyarticulaires qui vont mobiliser un maximum de groupes musculaires et d'articulations qui sont en lien avec ces groupes musculaires. Et puis autrement, il y a des exercices d'isolation. Donc il y en a un peu moins, ils sont plus pour peaufiner le travail, je dirais. Une fois que les groupes musculaires sont vraiment fatigués, on essaye complètement de finir les groupes musculaires avec ce type de travail. Donc là, il y a pareil, hein, pour les plus courants, le curl biceps. Vous savez, quand vous cherchez juste, vous bloquez le bras quelque part, quel que soit l'endroit, hein, que ce soit sur votre genou, que ce soit contre le corps, et là, hop, vous remontez, faites une flexion au niveau du coude, et du coup, vous venez en contraction uniquement du biceps. Donc ça, c'est de l'isolation. Je vais travailler que mon biceps. C'est pour ça qu'on vous dit bien qu'il ne faut pas prendre trop lourd, sinon on a tendance à céder avec le corps. Ça, c'est un travail d'isolation parce que je travaille un groupe musculaire et une articulation, celle du coude. Rien d'autre. Autrement, il y a le triceps extension. Quand on est ici, là, pareil, on cale le bras et on vient ici, tendre le bras. Une seule articulation qui travaille, un seul muscle, même s'il y a plusieurs faisceaux, sur le triceps qui travaille. Voilà, donc ça c'est vraiment pour se finir. Alors attends. Pour le HIIT, certains disent que ça fatigue l'organisme sans le développer. Ouais, mais on parle d'organisme, là je parlais de muscles, Maëva. Et ça développe, qui vient de faire des cours avec moi. Moi je fonctionne quasiment que en HIIT. Le HIIT, ça fatigue l'organisme, mais en fait moi je dirais que ça lui permet, ça le met en stress, ça lui permet, de se remettre en question et de s'adapter. Ça c'est important, la notion d'adaptation.
Si vous faites de la musculation stricte, il y a toujours possibilité de raccourcir les temps de récupération, d'augmenter les charges, d'augmenter les séries, le nombre de répétitions en fonction de ce qu'on fait, de les réduire aussi en fonction des charges. Mais le corps, il connaît les exercices et puis au bout d'un moment, il s'habitue un petit peu. D'où l'intérêt aussi de changer d'appareil de musculation, hein, de basculer par exemple des haltères au kettlebell ou aux machines. Même si c'est les mêmes exercices, ça va quand même changer un petit peu la forme de travail. Le HIIT, il y a toujours moyen de modifier, de modifier les exercices, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça change. Donc ça demande une adaptation au corps vraiment, vraiment importante. Et puis au final, on travaille, je vous ai donné des exemples tout à l'heure où je travaillais en HIIT, pas uniquement au poids de corps, puisqu'on peut le faire avec des sangles de suspension, on peut le faire avec des élastiques, on peut le faire avec des poignets, on peut le faire avec des barres parallèles. Tout ce que j'essaie de ne pas utiliser là pendant cette période de confinement, parce que tout le monde n'en est pas équipé. On peut le faire avec les haltères ou des bouteilles, hein, si on veut utiliser des choses qu'on a tous. Donc voilà. Donc en fait ça fatigue, mais c'est souvent parce que les gens ne sont pas prêts physiquement à faire ce type d'exercice. La haute intensité, ça s'adresse vraiment à des gens qui se connaissent un petit peu, qui sont encadrés et pas à n'importe quoi. C'est comme si on allait faire du fractionné ou du sprint et qu'on n'a jamais couru. Vous voyez le parallèle? Moi je compare vraiment le fractionné, parce que c'est du travail de HIIT au final, hein, où le HIIT est un travail de fractionné. C'est comme vous le sentez, ça dépend de vos affinités. C'est réellement ce même type de travail. On monte très haut dans les tours, donc ça épuise, ça c'est sûr, mais au final, on va s'adapter aussi, et ça va permettre d'adapter aussi nos capacités respiratoires et notre capacité cardiovasculaire, et ça c'est super important. Enfin, à chaque fois que je sors un article ou que je fais des vidéos, régulièrement je vous parle de ces qualités qui pour moi sont prioritaires. Bon, je reviens à la musculation. Donc on a parlé des exercices polyarticulaires, des exercices d'isolation. Sachant quand même que la majorité sont polyarticulaires, hein. Même si vous prenez un développé couché, vous avez l'impression de travailler toujours sur le même mouvement. Il y a un nombre important d'articulations qui entrent en jeu, hein, et de groupes musculaires par là même. Autrement, comment développer de la force? Donc c'est ça qu'il va falloir faire des séries un peu plus courtes avec des poids, donc force et puissance. Enfin, puissance au sens réussir à pousser dur, hein. Pas en termes de puissance de frappe, hein, ça va inclure la vitesse. Donc on est toujours en musculation. Donc on va faire des séries plus courtes avec des charges plus lourdes. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec 50 kg par exemple, et bien là pour travailler la force, vous allez mettre 60 kg. Alors essayez de bosser avec un. Alors je vous fais ce mouvement là parce que c'est souvent sur le développé couché, c'est facile de faire des scores et d'essayer de performer, de doubler, enfin d'augmenter ses perfs. Donc vous ferez des séries moins longues, peut-être qu'au lieu d'être sur un nombre de répétitions de 8-10 répétitions, vous ferez peut-être qu'à 5, mais vous allez vraiment être en travail maximal à essayer de lever le plus lourd possible. Voyez? Ensuite, on va chercher à travailler le volume. Donc là, on va repasser sur des séries un peu plus longues, entre 8 et 12 répétitions. Et on va être sur un poids qu'on arrive à travailler, c'est-à-dire on va être pas tout à fait à 100% de ses capacités maximales, mais on va se caler au moins à 85-90% de ses capacités maximales. Et là, on va monter sur des séries un peu plus longues. Vous voyez, plus vous voulez travailler votre force, plus vous réduisez votre nombre de répétitions, plus vous augmentez le poids. D'accord? Au fur et à mesure, vous montez le poids, vous réduisez le nombre de répètes. Dès que vous baissez le poids, vous augmentez le nombre de répètes. Et ainsi de suite. Et auquel cas, on arrivera sur la troisième façon de travailler, l'endurance musculaire. Donc là, l'endurance musculaire, on va continuer à baisser le poids aux alentours de, moi, 60%, je pense que c'est pas mal, de sa max en répétition, du poids maximal qu'on est capable de décoller sur un mouvement. Et auquel cas, on va augmenter le nombre de répétitions. Je vois ici, quand je suis chez moi là et que je prends les haltères, j'ai pas suffisamment de poids à la maison pour travailler, par exemple, sur un développé couché. Donc ce que je fais, c'est que je réduis le poids et je monte sur 20 répétitions, 15-20 répétitions, vous voyez, sur des séries longues. Et là, forcément, on va congestionner. Vous devez le ressentir, hein, si vous faites les séances avec moi, il y a des fois on congestionne assez vite. Comme c'est enfin plus qu'au poids de corps, des fois on a quelques lestes, mais assez peu de poids. Donc j'essaie de monter sur des répétitions. Je sais plus qui, je regarde si vous êtes là, je vois pas tout le monde. Je sais plus qui m'a dit que c'était compliqué de faire des séries de 15 pompes quand on n'était pas habitué. C'est vrai, surtout quand on vient à les enchaîner. Et pour autant, 15 pompes c'est notre poids de corps. Donc c'est pas non plus un poids faramineux. Mais il faut déjà le lever. Donc voilà, je répète, tout ce qui est travail de musculation, donc les différents exercices qu'on peut travailler, polyarticulaire, isolation.
Mais ça, c'est valable aussi pour le travail au Tabata hein, ou au HIIT. Et ensuite, comment développer sa force? Alors, la force, la puissance, on est charge lourde, petit nombre de répétitions. C'est ce qu'on appelle le max, d'accord? Le max par répétition, c'est-à-dire être capable de décoller son mouvement sur une répétition, mais le poids maximum. Et là, on arrive à évaluer à peu près sa capacité maximale en termes de charge. Et c'est à partir de ce max une rep qu'on va pouvoir après jongler entre le poids à développer ou à tirer et le nombre de répétitions, sachant que plus c'est lourd, moins on fait de répétitions, et comme ça on alterne, en fonction de ce qu'on veut chercher à travailler. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est de, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de changer les techniques, c'est-à-dire qu'on va travailler à la barre, par exemple, et à la barre, vous allez voir que vous allez être capable de développer sûrement plus qu'avec des haltères. Même si vous répartissez bien sûr la charge, hein, si vous êtes à 50 kg, vous mettez 25, ça sera beaucoup plus difficile de faire 25 en gardant complètement l'alignement, le contrôle de ses articulations, en ayant une bonne maîtrise, ça va être plus dur 25 que 50. Si vous avez l'occasion de faire le test, faites le test, vous allez voir, ça change tout. Hein. Maintenant, je vais faire le parallèle avec la course à pied. Alors, je sais que tout le monde n'est pas fan de la course à pied, mais ce sera valable en fait pour le vélo, pour le roller, s'il y en a qui font le roller. La natation aussi, mais ça inclut quand même beaucoup plus de paramètres, la natation. Notamment la flottaison. Donc, au même titre que la prise de force, on va chercher à avoir du muscle vraiment, vraiment efficace. On va chercher à muscler son cœur, on va chercher à lui donner du volume. Et ça ne sera pas le même travail au niveau du rythme, de la fréquence cardiaque. Donc là, au lieu de travailler sur un poids, on va travailler sur la fréquence cardiaque. Donc ça, c'est important de faire des tests de Cooper ou travailler avec un cardio-fréquence mètre. Vous voyez que moi, je l'ai quasiment toujours avec moi, hein, même si je connais mes fréquences cardiaques. C'est intéressant après de débriefer et de voir en fait où on en est. Hein. Pas avoir été trop haut, enfin sauf si on peut, et surtout avoir maintenu une fréquence qui va nous permettre soit de muscler notre cœur, soit de le développer en termes de volume. Donc le cœur, c'est un organe musculaire. C'est entre les deux. Il est à la fois organe, bien sûr, et il est à la fois muscle. Donc on va chercher à le travailler comme un muscle. On l'entretient comme un organe, on le peaufine, on lui donne tout ce qu'il fait pour que ça aille bien. Et du coup... Attends, je continue juste et je reviens après. Après, il y a les questions. Attends, je note. Il faut développer de la force, prendre du muscle sans trop de poids. Ouais, c'est ça, en fait. Si tu veux développer ta force, ta force pure, tu vas faire moins de répétitions. Si tu veux développer le muscle, il va falloir que tu fasses un peu plus de répétitions, mais ce qu'on appelle des séries moyennes. Donc, entre 8 et 12 répétitions, c'est ce qui est préconisé. Après, je suis pas sûr que ça se joue à une répétition dans un sens ou dans un autre. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on appelle des séries moyennes. Avec un poids max, ouais, je vous donne mon exemple. Moi, quand je travaille, donc je fais une série de chauffe. Enfin, je me chauffe avant. Hein. Après, si j'arrive direct au développé, je vais faire une série à, je sais pas, mon max étant à mon poids de corps, hein, donc à 57, je crois, mon max hein, en développé couché. Hein. C'est mon poids de corps, de toute façon, cherchez pas. Enfin, là, j'ai un kilo de plus en ce moment, mais je m'entraîne un peu moins, c'est pour ça. Mais bon, mon poids de corps, c'est ça, 57. Donc, je développe à 57. Donc, je vais monter progressivement. Je vais faire une à 47. Je vais monter à 52. Et ensuite, je vais faire 3, voire 4 séries, enfin, si je peux, hein, si j'ai la caisse, à mon poids max. Après, si je venais à travailler uniquement ma force, mais c'est pas réellement le but pour l'instant, hein, enfin, c'est pas trop mon objectif. Si je voulais travailler simplement la force, je monterais à 60, 62. Et là, il faut absolument que j'ai quelqu'un derrière pour me parer. Parce que peut-être que je vais réussir à le décoller. Peut-être que je vais réussir à la redescendre une fois. Mais la redécoller une deuxième fois, c'est pas gagné du tout. Donc là, il faut que j'ai un partenaire qui me pare. Je reviens à la course à pied. Pour muscler le cœur, c'est pareil. Il va falloir qu'on court sur des fréquences cardiaques hautes. Encore une fois, si je reprends mon cas, donc alors, calculer sa fréquence cardiaque, c'est par rapport à son âge. Si vous voulez faire un truc basique, vous faites 220 moins votre âge. Ça, ça vous donne un indicatif. Après, c'est pas valable pour tout le monde. Hein. Si vous courez beaucoup, forcément, vous avez une fréquence cardiaque qui est capable d'aller beaucoup plus haut, ou au moins de se maintenir un peu plus haut. Mais voilà, 220 moins l'âge, et les femmes, c'est... Je sais plus.
200, je pensais pas en parler, donc je sais plus. Les femmes, si quelqu'un se rappelle, notez-le, ça peut renseigner. C'est, je sais plus, j'ai un trou là. C'est pas grave. Donc, voilà, quand je vais faire du fractionné, je m'arrange pour fractionner. Enfin, je fractionne plus, en fait, moi je travaille plus à la vitesse qu'aux fréquences cardiaques. Mais sinon, j'essaie de fractionner 200-200, donc 200 mètres sur un tour de piste de 400. 200 mètres rapide. Donc, si je travaille à la fréquence cardiaque, je vais viser à arriver à 180, donc quasiment mon max, 170-180. Si on considère que mon max est à 180, un petit peu au-dessus, mais on va dire qu'il est à 180 pulsations minutes. Et oui, pour mon âge, je suis un vieux moi maintenant. Hein. Et après, tout ce qui va être endurance fondamentale ou travail de récup, je vais le faire à 155. Entre 145 et 155. En vitesse, ça me fait au minimum du 14 km/h en accélérant, entre 14 et 14,5 en accélération, même si en fonction de ce que je prépare comme course ou ce que j'ai comme objectif, je peux fractionner beaucoup plus vite sur 200 mètres. Mais à ce moment-là, je prendrai un peu plus de temps de récupération. Et du coup, je récupère à 5 minutes au kilomètre à peu près, sur mon deuxième 200 mètres, 200 mètres de récup. C'est aussi ma vitesse d'échauffement. Donc voilà, si je veux muscler mon cœur, je vais travailler en fractionné de façon à monter très haut. C'est exactement le parallèle. Je veux pousser très fort pour ma force, je vais pousser très lourd. Vous voyez le parallèle? Je monte très haut en fréquence cardiaque. Ça c'est pareil, là, il faut absolument connaître sa fréquence cardiaque. On ne fait pas de l'à peu près sur du fractionné. Et en force, voilà. Au pire en force, je ne peux pas lever. Je reste coincé en dessous, je ne peux pas la lever. Ouais, voilà, c'est pas méchant. Fractionné, vous risquez quand même des gros soucis si vous faites ça seul et que vous n'avez aucune connaissance de votre fréquence cardiaque et de votre corps. Donc le fractionné, c'est à faire, mais pas au début. Hein. Et donc, prendre du volume au cœur. Et bien à ce moment-là, on va courir moins vite, mais plus longtemps. Vous voyez, c'est un petit peu comme descendre en poids, augmenter en nombre de répétitions. Vous voyez, le principe, il est le même. On descend l'intensité, mais on court plus longtemps. En gardant, là c'est pareil, on essaye de rester entre 80 pour la tranche haute de tête et 60. 50-60% sa fréquence cardiaque max. Et là, on va venir courir. Vous voyez, moi, je me cale à peu près à 5 minutes au kilomètre quand je veux vraiment faire une longue sortie. Enfin, j'essaye, parce que des fois, je la tiens pas quand c'est une trop longue sortie, quand j'ai présumé de mes forces. Alors, si c'est pas clair, vous me reposerez les questions, que je ferai comme d'habitude, je vous répondrai après en fonction. Donc, pour moi, le fractionné, c'est indispensable si on veut s'améliorer en course. Et puis enfin, après, on trouve ça ludique ou on trouve pas ça ludique. Moi, je trouve ça assez ludique, le fractionné. J'aime bien tourner autour de la piste. En préparant le marathon, j'ai même été jusqu'à 21 km, un semi-marathon sur piste. Voilà, il n'y a pas rien de ludique, c'est juste chiant. Et autrement, si on veut travailler un petit peu sur le même principe, on peut travailler en fartlek. Alors le fartlek, c'est travailler pareil, en variant les intensités, l'aérobie et l'anaérobie, mais en fonction du relief en fait d'un sentier. J'ai la chance d'habiter à côté du sentier des douaniers, quand j'ai le droit d'y aller. Bien sûr, en ce moment, on n'a pas le droit. Et donc, il s'enchaîne des côtes, des descentes, des plats, des escaliers, des côtes, des descentes, des plats, des escaliers, etc. Et là, quand il y a une côte, l'objectif c'est d'accélérer. Quand il y a l'escalier, on accélère. On ralentit pendant la descente et on essaie de maintenir sur le plat. Vous voyez, mais du coup, c'est ludique puisque on n'est pas systématiquement à regarder soit ses 200 mètres, soit son temps si on fait du 30-30, 30 secondes, 30 secondes. Donc, ça c'est vraiment plus ludique. En plus, on est plus concentré sur le paysage et puis sur sa course. On n'est pas omnubilé par le rythme qu'on doit suivre, par le timing ou par sa fréquence cardiaque. On fait au mieux, mais un peu plus de ressenti. Donc ça peut être plus sympa si vous voulez travailler ou appréhender le fractionné de manière plus ludique. Le travail au poids de corps, pour moi, c'est vraiment l'idéal. La contrainte, elle est moindre dans le sens où c'est notre poids de corps. Après, on peut s'habituer puisque justement notre poids ne varie pas si brutalement que ça. Donc ça nous permet aussi de nous habituer à cette charge. Et après, ça ne suffit pas. Là, il va falloir passer aux charges additionnelles. Ouais, je crois que c'est ce que j'avais marqué. Ouais, le poids de corps en plus, c'est vraiment idéal. C'est ce que je disais pour commencer en fait la remise en forme. Et après, on augmente avec des charges. Même en course, vous pouvez mettre un gilet pour vous lester. Vous pouvez. Moi, j'ai déjà préparé des compétiteurs avec des masques. Bon, à l'époque, on avait des masques. Moi, je réussis à en avoir. Là, maintenant,
Voilà, c'est plus dur d'avoir un masque, donc essayez plutôt du poids. Alors oui, alors ma méthode de travail, donc bah, vous le voyez là pendant cette période de confinement, j'essaie de rien vous cacher, excepté que je vous montre pas de course à pied, puisque bah on peut pas courir. Je ne serais pas en vidéo, je vois pas ce que ça pourrait donner en fait. J'essaie toujours d'harmoniser les différentes disciplines, donc forcément les arts martiaux, c'est ma base. Le travail en haute intensité, donc c'est généralement du poids de corps. Le travail en musculation strict, donc avec machine et ou alors avec charge additionnelle, donc haltère. Et puis j'aime bien aussi varier les plaisirs, donc j'hésite pas à faire du VTT, plus en mode vélo qu'en VTT, enfin pédaler au lieu de courir. L'été, je nage. En fait, je fais tout. Hein. L'idéal, pour moi, c'est de tout faire. Si on reste cantonné sur une seule discipline, au bout d'un moment, la lassitude risque de s'installer, surtout si on n'a pas une vision globaliste de l'entraînement et qu'on répète tout le temps un petit peu la même chose. Je pense qu'on peut vite se lasser et auquel cas, bah, relâcher l'exercice. Et après, le fait d'avoir un éventail large, ça vous permet aussi de pouvoir, en fonction d'objectifs que vous pourriez avoir, hein, vous désirez perdre un petit peu de poids, vous désirez prendre un peu de masse, bah, ça vous permet de vous adapter tout de suite et de savoir comment vous réorienter. Et pas faire n'importe quoi ou de traumatiser votre corps, voire, et puis vos articulations bien sûr, en changeant radicalement votre manière de faire. Quelqu'un qui fait toujours du vélo, s'il décide du jour au lendemain de faire une course de 10 km et de performer dessus, ça va lui faire drôle au niveau des genoux, hein, c'est sûr. L'inverse sera un peu plus facile, parce qu'on a beaucoup moins de chocs et de traumatisme au niveau du vélo qu'au niveau de la course à pied. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est open bar. Ouais, c'est ça, Maëva, je revois encore ta question là. Donc ouais, développer de la force et prendre du muscle, c'est un peu de choses, enfin sur la méthodologie, c'est deux choses un petit peu différentes, même si l'une est liée à l'autre, forcément. Hein. Si on travaille tout avec des charges trop légères, on va avoir du mal à prendre du muscle, forcément. Mais à côté de ça, si on veut prendre vraiment de la force pure, il va falloir monter les charges. Et si on veut prendre du volume, il va falloir revenir sur une charge plus facile pour nous. Bah, pourquoi faire prendre du volume au cœur? Justement pour avoir une capacité respiratoire et puis aussi pulmonaire, parce que qui dit cœur dit forcément que les poumons vont prendre du volume aussi. Hein. À avoir une plus grosse capacité respiratoire. Ça c'est important. Le cœur, je te dis, c'est à la fois un organe et c'est à la fois un muscle. Donc il faut absolument faire les deux en même temps. Sinon c'est pour ça que tu t'essouffles, c'est parce que soit ton muscle n'est pas assez volumineux, donc l'afflux sanguin à un moment il est débordé, il n'arrive plus à fournir, et bah, ça va occasionner des courbatures, ça va être un problème. Soit il va être... Attends, pour rester dans sa catégorie en compète. De quoi je vois pas le rapport avec le cœur. Ah, si vous prenez un peu de volume au niveau du cœur, ça va pas prendre 3 kilos. Hein. Je pense que c'est pas ça que tu veux dire. Mais le cardio, faut pas le voir que comme un moyen de maigrir. Hein. Ça sert à rien. On va y venir après. Hein. Le moyen de maigrir, c'est manger, c'est l'alimentation. Hein. C'est pas que le sport. Hein. Le sport, ça peut être une aide, mais c'est pas l'outil principal. Si on veut rester dans sa catégorie, il faut mieux manger. C'est tout. Hein. Et puis sinon, avec l'âge, il faut accepter des fois de changer de passer une catégorie au-dessus. Tu vois, je vais prendre juste vraiment pour te répondre, Maëva. Si tu vois, entre senior, vétéran chez les hommes, moins de 60, vétéran, moins de 67. Vous vous rendez compte, ça veut dire que à partir de 35 ans, parce que vétéran c'est 35 ans, je pense que par rapport aux moyennes nationales, l'homme doit prendre 7 kilos. Enfin, moi j'ai trouvé ça aberrant. En combat, voilà, on a 35 ans, on tire en moins de 60, on a au-delà de 35 ans, boum, on passe en moins de 67 kilos. Vous vous rendez compte, 7 kilos, ce que ça donne? Surtout quand il y a un impact derrière. C'était pour prendre de la force sans prendre de poids. Bah alors ouais, le hit, pour moi c'est l'explosif. Le fait de faire des séries courtes, ça va pas te faire prendre en volume d'un coup, ça va te faire prendre en force. Si tu prends en volume, c'est si tu fais des séries intermédiaires. Là, tu prendras du volume. C'est le même travail que sur le cœur. Donc ouais, c'est ça, pour prendre de la force sans prendre de muscle, travaille vraiment en explosivité. Les bandes élastiques, c'est génial. Ça, c'est un petit peu ce que j'ai amené avant-hier, je crois, dans mon cours d'arts martiaux. On va passer à la nutrition. Pareil, nutrition, j'ai noté 2-3 petits points. Puis je vais dire quelque chose. Alors surtout, il ne faut surtout pas vous le prendre mal si vous êtes un peu concerné. Je m'expliquerai. Donc laissez-moi aller jusqu'au bout et vous comprendrez le pourquoi du comment.
Donc avant de parler de nutrition, on va parler de poids. Puisque la dernière fois, je vous ai parlé de de la construction d'une assiette. Je vais y revenir. Mais là, on va parler de poids. Alors, l'IMC, tout le monde a entendu parler de l'IMC. Et pour cause, l'indice de masse corporelle. Alors, c'est à la fois un indice de référence, pour tout ce que je vais vous expliquer après. Déjà, je vais vous expliquer comment on calcule l'IMC. Donc, l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est une des rares formules qui est super facile. C'est pour ça que c'est la seule que je vais vous donner aujourd'hui. Donc, vous prenez votre poids en kilos, que vous divisez par votre taille en mètres. Donc, si c'est un mètre, moi, mon cas, par exemple, je vais vous donner mon exemple après. Votre taille en mètres au carré. Je prends mon cas. Je me suis pesé exprès tout à l'heure, donc je me suis rendu compte que j'avais pris 1 kg depuis le confinement. C'est 58 kg et je mesure 1m62. Ouais, ceux qui me voyaient grand, vous voyez, non, 1m62. Je répète, voilà. Là, vous devez le voir à l'endroit. Donc, le poids en kilos divisé par la taille au carré. Donc, la taille au carré, moi, dans mon cas, c'est 1m62 multiplié par 1m62. Jusque-là, tout va bien. On parle bien en mètres. Hein. Donc, ça nous fait 58 kg divisé par 2,624. Et ça nous donne un total de 22,1. Maintenant, on va voir ce que ça signifie. Donc, retenez bien ce chiffre. Bah, si vous voulez, faites-le en même temps. Hein. Faites le calcul en même temps. Comme ça, vous allez voir tout de suite où vous êtes placé. Donc, je répète, le poids en kilos divisé par la taille en mètres, 1, quelque chose, ou 2, mais plutôt 1, quelque chose, au carré. Ok, je vous laisse 2 secondes. Après, on voit tout de suite l'échelle, à quoi ça correspond. L'échelle, à quoi ça correspond. C'est pas très clair, c'est pas très français, ça. Hein. Bon, je vous donne l'échelle. Donc, le poids dans la norme, c'est entre 18,5 et 25. D'accord? Là, c'est qu'on est considéré dans la norme, en fonction de l'âge. Si vous regardez sur Internet, il y a plein de calculateurs partout. Certains vous demandent même votre âge. Moi, j'en ai repris un tout à l'heure, juste pour le fun. Et en fait, ils me demandaient mon âge. Ça ne change strictement rien en fonction du résultat. On arrive exactement au même chiffre. Hein. Il n'y a même pas une variation de quoi que ce soit. C'est exactement la même chose. Donc, quand ils vous demandent votre âge, ça ne sert à rien. Sauf si vous êtes âgé. Ça doit être au-dessus de 70 ans. Là, ça va changer un petit peu. D'accord? En fait, c'est sur l'échelle des résultats que ça va varier un petit peu. Hein. Ça va laisser un petit peu plus de marge en termes de poids, forcément. Si on est entre 18,5 et 25, c'est le poids idéal. On est dans la norme. Donc bah, moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à 22,1. Donc vous voyez, je suis bien. Généralement, je suis en dessous de 22. Et là, bah, avec 1 kg de plus, je suis à 22,1. Donc ça me va très bien. Sauf que là, j'ai du mal à faire ressortir les abdos. Et pour ceux qui me connaissent bien, ça me plaît pas trop. Voilà. Mais ça, on va y remédier. Si vous êtes en dessous de 18,5, c'est que vous êtes en état de maigreur. Donc, après, en fonction de votre morphologie, je développerai un peu. Ça peut être correct. Hein. Ça dépend. Si vous êtes à 14, si vous êtes à 16, forcément, là, c'est de l'anorexie. Vous êtes vraiment. Là, ça devient dangereux. Hein. Enfin, c'est sûrement lié à de l'anorexie. Là, ça devient vraiment dangereux. C'est de l'extrême maigreur. Et il y a un niveau de maigreur qui est morbide, hein, qui est dangereux pour la santé. Entre 25 et 30, on est en surpoids. Entre 30 et 35, on est en ce qu'on appelle l'obésité modérée. Alors ça, c'est un terme que je trouve assez hallucinant. Je vais y revenir à la fin. Entre 35 et 40, on est en obésité sévère, donc qui commence à être dangereuse, vraiment dangereuse pour la santé. Et au-delà de 40, on est en obésité morbide. Donc là, danger. Diabète de type 2, maladie cardiovasculaire. Enfin là, ça va être, s'il y a le Covid-19 par là, vous n'êtes pas bien engagé. Puis ça va être très très difficile de faire marche arrière. C'est sûrement possible, mais il faudra se faire aider avec des démarches avec des psychothérapies. En plus du rééquilibrage alimentaire, en plus du suivi vraiment carré. Voilà, je vous le remets ici. Je répète, 18,5, 25, normal. En dessous de 18,5, on est en maigreur. 25-30, surpoids. On ne parle pas encore d'obésité, on parle de surpoids. 30-35, on est en obésité modérée. Ça commence à pas être bon. Hein. 35-40, on est en obésité sévère, c'est pas bon. Et au-delà de 40, on est en obésité morbide, c'est-à-dire avec des risques, de très gros risques pour la santé. Sachant que, là je ne vous l'ai pas présenté, mais au niveau de la maigreur, c'est pareil. Il y a des tranches, pardon, aussi au niveau de la maigreur, hein, qui vont jusqu'à une maigreur morbide, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Alors là, je fais une aparté, hein,
laissez-moi aller jusqu'au bout de mon explication avant de réagir. Après, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Donc, on voit beaucoup de personnes. Je bois un coup parce qu'il va falloir que je me défende après. On voit beaucoup de personnes. Ouais, Damien, ça j'en suis. Écoute ce que je vais dire justement. On voit beaucoup de personnes, pardon, qui disent en ce moment, ouais, je suis en surpoids, mais je m'assume. Moi, j'ai envie de dire tant mieux, et je suis pas là pour stigmatiser qui que ce soit. Le fait de s'assumer, c'est bien, mais il faut quand même prendre conscience d'une chose, c'est qu'à un moment ou à un autre, si ça se dégrade un petit peu, et il y a de fortes chances, si c'est lié à des mauvaises pratiques alimentaires, si c'est lié à une sédentarité, ou à un manque d'activité physique, ou à un problème justement génétique, c'est que ça risque de se dégrader. Et donc peut-être que d'un surpoids, qui n'est pas grave en soi, c'est un petit peu de gras, un petit peu de ceci. Enfin, je pense quand même qu'à 30, au niveau de l'IMC, ça commence à être un petit peu plus. Mais voilà, on garde une tonicité, on garde. Il n'y a rien de catastrophique. Hein. Mais si on se laisse aller, qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on ne prend pas le taureau par les cornes, et ben ça va se dégrader. Et là, peut-être de surpoids à passer à obésité modérée, obésité ceci, etc. Et en vieillissant, ça va se dégrader. Et pensez bien que en fonction, outre le fait de s'assumer ce que je conçois, on n'est pas tous égaux. C'est ça en fait, on partirait tous du même pied d'égalité, c'est que ce serait un problème, ce serait un vrai problème. Là, on n'est pas tous égaux. Certaines personnes vont regarder un gâteau, ils vont prendre 10 kilos. D'autres vont pouvoir en manger 10 des gâteaux, ils vont prendre 100 grammes. Ça, moi je suis entre les deux. Hein. Je pense pas que je prendrais 10 kilos, mais je pense pas que je prendrais que 100 grammes. Mais qu'importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut s'assumer, ça c'est tout à fait logique, il faut s'assumer, mais il faut pas prendre ça comme voilà, comme une finalité, se dire bah écoute, tant pis, c'est comme ça. Moi je vous encourage vraiment, et j'ai du mal à en parler avec les gens en direct. Pour l'instant j'ai du mal, parce que j'ai peur de froisser, et puis bah, ceux qui me connaissent savent que c'est absolument pas mon objectif. C'est pour ça que c'est plus facile derrière l'écran. Si vous vous laissez aller, un jour ou l'autre, les petits problèmes de poids, c'est-à-dire j'ai une taille de pantalon, deux tailles de trop, je sais pas trop à quoi ça correspond à 25-30, honnêtement il faudrait que je calcule, voir quel poids ça me ferait. Mais voilà, j'ai une taille de pantalon en trop, je change de niveau de ceinture, c'est pas grave. Mais à un moment donné, ça va devenir grave pour votre santé, pour vos articulations, ça va vous générer des douleurs. Et je parle pas en plus du côté psychologique, du mal-être, peut-être du regard des autres, une fois que ça va devenir important, du manque de confiance en vous que vous allez peut-être créer. Il y a plein de choses, chacun va réagir différemment. Donc on peut s'assumer, mais ne vous dites pas, je suis comme ça, je suis bien comme ça. Enfin, c'est le message que je voudrais vous passer. Alors je ne sais pas si je le fais de manière habile, mal habile, je ne sais pas. Si je froisse, je suis désolé, vous me connaissez, c'est pas du tout le but. Mais tout ce qu'on voit à la télé, oui, moi je m'assume, moi je suis bien comme ça, je suis bien avec mes rondeurs. Ouais, c'est sûr, tant mieux. Vous vivez bien, il n'y a pas de problème de santé. Si à un moment ça se dégrade, parce qu'avec l'âge, ça va se dégrader. À un moment ou à un autre, si vous ne faites rien, ça va se dégrader avec l'âge. Et bah, ça va forcément engendrer des gros problèmes. Le diabète, c'est pas rien comme maladie. Hein. Tout ce qui va être cholestérol, c'est pas rien comme maladie. Hein. Il y a des. Bon, là, si on prend le cas du Covid, hein, parce que c'est un petit peu tendance en ce moment, vous avez vu que les gens qui décédaient le plus, c'était les gens qui étaient en surpoids, les gens qui étaient diabétiques. Le cholestérol, je ne sais pas si on en a beaucoup parlé, mais c'est un petit peu le même principe. Ouais, Maëva, tout à fait. Beaucoup font l'autruche, mais en fait, on encourage les gens à faire l'autruche. Et moi, je sais pas comment parler aux gens. Bah, il va falloir que j'apprenne maintenant, hein, ça va faire partie aussi de mes compétences. Voilà, c'est pas un jugement, c'est pas un jugement. Et là, j'assume pas mon surpoids, oui, parce que j'avais pas dit entièrement. Évidemment, on l'assume pas, donc il faut l'assumer dans le sens où, bah, pour l'instant, c'est l'image qu'on a. Mais il faut pas se voiler la face en se disant, ah, c'est une fatalité, de toute façon, moi, je grossis tout le temps. Ouais, c'est sûrement un problème. Et pour certains d'entre nous, ça va être beaucoup plus difficile à combler. Là encore, je ne parle pas de 2-3 kilos qu'on a pris pendant les vacances ou parce qu'on s'est lâché un petit peu, c'est pas ça. Hein. J'y viendrai après. Donc voilà, j'espère que j'ai froissé personne, mais prenez conscience quand même que si le surpoids n'est pas encore dommageable à moyen terme, à partir du moment où on arrive à le stabiliser, l'obésité, et elle arrive vite, ça c'est dommageable pour la santé, pour la psychologie et pour tout quoi. En plus vous allez ralentir votre métabolisme, donc vous allez vous rentrer dans un système, un cercle vicieux qui va vous faire ralentir, donc vous aurez de moins en moins envie de bouger, vous aurez de moins en moins envie de faire quelque chose. C'est là que je me vends, d'où l'intérêt d'avoir un coach.
Mais quelque part, je le pense sincèrement, hein, franchement. Et là, je vous parle pas de régime alimentaire ou quoi aux caisses, hein. D'ailleurs, je vais essayer de pas en parler du tout, hein. Mais mangez pas de viande. Voilà. Je clôt la parenthèse. L'apport énergétique journalier. C'est ce qu'on va devoir manger par jour en fonction des besoins de notre métabolisme, enfin de notre corps, pas du métabolisme, de l'activité physique, de tout un tas de choses en fait qui vont faire que on a besoin d'un certain apport calorique par jour pour que notre corps fonctionne bien, qu'on n'ait pas de carence. Grosso modo, je table en gros, hein. Moi je suis, je vais vous dire après, hein. Pour un homme, c'est environ 2000 kilocalories par jour. Pour une femme, c'est entre 1500. J'ai recherché des statistiques parce que dans mes cours, il n'y a pas de cases aussi précises parce que c'est trop générique, quoi. Je trouve ça un petit peu aberrant. Donc j'ai mis entre 1500 et j'ai augmenté jusqu'à 1800 en fonction de votre activité quand même, hein. À côté de ça, moi, quand je calcule mes besoins caloriques, alors, en période d'activité, je suis à 1200. Alors, éventuellement, si j'étais en recherche de prise de masse, mais je suis en prise de force, pas de masse volume, hein, ça m'intéresse pas. Je monterais à 1200, 2200, 2300, vous voyez, mais j'irai pas beaucoup au-delà par rapport à ma taille, par rapport à ce dont j'ai besoin. Comment répartir cet apport énergétique total? Donc, en termes de protéines, j'en ai parlé lors du dernier live. En protéines, il va nous falloir 15% de protéines, 35% de lipides. Donc, le lipide, c'est les graisses, en choisissant évidemment des bonnes graisses. Et en glucides, c'est environ 50%. Les glucides, c'est les sucres. Alors, pas confondre le sucre, d'accord, avec les glucides. Les glucides, préférez les fruits. De toute façon, des glucides, il y en a partout. Alors, je vois souvent des personnes qui parlent de régime sans sucre. Sans sucre, pour moi, c'est sans sucre ajouté, sans saloperie. Vous voyez, plus de sucre dans le café, pas besoin de mettre du Nutella sur sa tartine. Au Nutella, préférez éventuellement une confiture sans trop de sucre, sans sucre ajouté. Préférez du sirop d'agave, du sirop d'érable, qui reste du sucre, mais du sucre d'origine végétale sans trop de transformation, sans ajout de produits chimiques. Donc du sucre naturel, des glucides naturels. Donc je répète, 15% de protéines. Pareil, protéines, si vous mangez un steak, mangez pas de steak, hein, je vous l'ai dit, mais si jamais vous êtes têtu, vous mangez un steak. S'il fait 100 grammes, votre steak, vous mangez pas 100 grammes de protéines, hein. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord. Sur 100 grammes de viande, il y a environ une vingtaine de grammes de protéines. Ce qu'on retrouve aisément avec les légumineuses, hein. Si vous prenez du soja, par exemple, c'est ce qu'il y a à peu près 20-21 grammes de protéines pour 100 grammes de soja, hein. Et plus si vous prenez du tempeh, donc des fèves de soja fermentées, ou d'autres alternatives. Dans certaines légumineuses, par exemple, hein, dans les pois chiches, les lentilles, il y en a un petit peu moins. Donc, pour rappel, les protéines, puisque c'est souvent la fixette qu'on fait quand on fait du sport et qu'on veut prendre un petit peu de muscle. Les protéines. Donc, 1 gramme de protéines, ça équivaut à 4 kilocalories. Donc, 4 kilocalories, je vous rappelle, on est censé on va prendre sur une base de 2000. Si on cherche 2000 kilocalories par jour, 1 gramme de protéines, c'est 4 kilocalories. Vous voyez, il va en falloir un petit peu, hein. Sachant qu'on ne doit jamais excéder 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Vous voyez, il y a tout un calcul à faire et c'est vraiment du cas par cas. On ne peut pas faire de généralité. Là, je vous ai pris des chiffres, c'est histoire de pouvoir imager les choses. Mais c'est vraiment du cas par cas, il n'y a rien de si facile. 1 gramme de lipides, 9 kilocalories. À côté de ça, ne vous dites pas, j'arrête de manger gras. Alors gras, c'est toujours pareil, on parle de lipides, de bons lipides, hein. On parle d'oléagineux, on parle d'avocat, on parle donc les oléagineux, c'est les noix de cajou, les amandes, noix de macadamia, etc. Ça aussi, c'est un super apport en protéines, mais effectivement, c'est très calorique. Donc on va quand même les restreindre, mais une petite poignée par jour, il n'y a aucun souci, hein. Moi, je pense que j'en mange un peu plus, il n'y a aucun souci avec ça, hein. Et donc les glucides, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, le sucre, faut réduire les glucides, mais souvent on fait l'amalgame sucre-glucides, je vous ai dit, ça n'a rien à voir. Donc les glucides, ça équivaut à seulement 4 kilocalories, en fait, comme une protéine. Et alors j'aime bien l'ajouter, parce que non seulement j'aime pas le chocolat, mais j'ai jamais consommé d'alcool, enfin j'en consomme jamais. 1 gramme d'alcool, c'est 7 kilocalories. Alors avant de vous dire, oh là, je réduis mon sucre, réduisez votre consommation d'alcool. Pour les personnes que je suis régulièrement,
Quand je vous vois faire la bringue un week-end et que je vous dis vous avez transpiré comme des calus, bon, c'est surtout une personne que je vise, là il va se reconnaître parce qu'on en a déjà parlé, il morphe pendant 2-3 séances dans la semaine, et le week-end il part en chouille. Ça je le conçois, à un moment il faut décompresser. Moi je suis pas fêtard, mais je conçois qu'on ait besoin de décompresser. Mais vous mettez pas des litres et des litres de bière, quoi. Enfin c'est hallucinant. Tous les efforts que vous avez fait dans la semaine, vous les avez défoncés sur votre week-end. Alors à moins d'être complètement maso et de se faire du mal pendant 5 jours pour, allez, une journée de bonheur, on va dire 6 jours même de souffrance, pour une journée de bonheur, enfin de bonheur si on peut dire. Enfin moi je trouve ça complètement hallucinant et puis bah du coup vous repartez toujours à zéro parce que suite à votre journée de bonheur, d'euphorie, bah le lundi, le mardi si vous repartez, ça va être compliqué, hein. Ça va être encore plus dur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ce que vous allez déglinguer, j'allais dire bêtement, je suis désolé, c'est exactement ce que je pense. Bêtement, en prenant une grosse cuite, ou en prenant des apéros tout le temps, on parle pas d'alcoolisme, on parle de prendre un apéro régulièrement, et bah vous allez flinguer vos séances. Vous sortez de l'entraînement, vous avez transpiré, vous avez des raideurs partout, vous êtes donné à fond, vous avez fait ça mais avec une concentration, avec un mental de guerrier, super. Vous rentrez, bon, vous descendez un apéro, vous mangez correctement, sans excès, et puis à la fin, oh, petit Dijon, bah ça y est, votre séance elle est morte. Hein. Et votre repas, il est. Bah, tout ce que vous avez pu apporter de qualitatif dans votre repas, vous l'avez défoncé avec les 2 verres d'alcool. C'est stupide. Bon, après, ça n'engage que moi. Hein. Enfin non, ça n'engage que moi, c'est une notoriété publique en nutrition. Mais je vous le dis tel quel, franco, parce qu'on est entre nous. Hein. Comment augmenter son poids? Donc j'entends par là prise de muscle, ou pour quelqu'un qui est très très maigre, qui veut prendre un peu de poids. Alors, il va falloir faire du sport, mais adapté, avec un objectif de prise de masse, et surtout augmenter ses apports énergétiques journaliers d'environ 30%. Donc 30%, si on est à... Et on fait simple, ouais, on va faire 2000 kilocalories par jour, sur 100, ça fait 60. Donc on passe à 2600 kilocalories par jour. Attention, il faut qu'en corrélation, votre activité physique soit vraiment proportionnelle. Parce que si vous augmentez brutalement de 30% vos apports énergétiques quotidiens et qu'à côté de ça, vous restez sur la même base en termes de travail musculaire, eh ben avant de prendre 10 cm de tour de bras, vous allez prendre 10 cm de tour de taille, pardon, hein, plus 30%. Mais là encore, moi je vous conseille de vous faire vraiment accompagner parce que avant de penser à augmenter significativement son assiette journalière, il va vraiment falloir à penser qualité d'aliments. Une calorie n'en vaut pas une autre. Maintenant, si vous voulez stabiliser votre poids, no stress, si votre poids vous convient, si vous êtes à l'aise, vous avez trouvé votre routine alimentaire, bah pas de problème. Hein. Maintenez. Ça peut être intéressant d'apprendre à calculer ses apports caloriques journaliers sur des courtes périodes. Après, ça devient vraiment... c'est anxiogène hein, si on le fait sur long terme. Mais sur des courtes périodes, moi je le fais des fois sur une semaine, puis j'arrête. Pendant un moment, je le faisais tout le temps, mais plus pour m'équilibrer. Puis quand je suis devenu vegan aussi, j'ai commencé à le faire. Et puis bah, si on veut perdre du poids, chemin inverse, moins 30%, c'est-à-dire que de 2000 kilocalories par jour, on passe à 1400. Là, vous allez crever la dalle. Hein. Au moins au début, au moins tant que le système, que l'organisme se mette en place, vous allez crever la dalle. Alors, moi, ce que je préconiserais, c'est de réduire par étapes. Vous voyez, pas passer 2000 kilocalories par jour à 1400. Là, vous allez mourir et puis vous n'allez pas tenir. Quoi. Concrètement, vous ne tiendrez pas. Hein. Il faut le faire progressivement, d'où l'importance aussi d'être suivi par quelqu'un qui va vous aiguiller, qui va vous orienter vers certains types d'aliments qui seront plus favorables au poids, c'est-à-dire réduire principalement les glucides, puisqu'on dit quand même que c'est les glucides qu'il faut réduire. Il ne faut pas réduire les lipides parce que les lipides, le cerveau en a besoin, et pas que lui. Hein, les articulations en ont besoin, les lipides, il ne faut pas les réduire, il faut les rendre plus qualitatives. Autrement, en priorité, en termes de nutrition, c'est manger équilibré. Éviter les aliments inflammatoires. Là, je pense qu'il y en a qui sourient là derrière. La viande, c'est inflammatoire, hein, d'accord? C'est dur à digérer. Le corps consomme beaucoup d'énergie juste pour digérer. Je dis ça, je dis rien. Si certains pensent que les végétariens, voire les végétaliens sont carencés, venez faire les cours avec moi dimanche. Il y a préparation physique, il y a body combat un dimanche. Parmi ceux qui suivent les cours, il y en a un qui me trouve carencé?
Au niveau bronzage, je suis pas trop pâle. Non? Ouais, il va peut-être y avoir un temps de réponse. Marquez-moi si vous me trouvez carencé. Donc, réduire les aliments qui sont pro-inflammatoires. L'alcool, c'est pro-inflammatoire. Hein. Tout ce qui va être lourd à digérer. Donc, pas manger trop non plus. Varier ses apports, que ce soit en protéines, en lipides, en glucides, toujours les varier. Manger des fibres. C'est pareil, si vous mangez jamais de légumes, si vous ne mangez pardon, jamais de légumes ni de fruits, basculez pas directement à 50% de fruits et de légumes, parce que vous allez être dérangé. Hein. Faites-le progressivement. Mais là encore, je le montrais dans la dernière vidéo que j'ai fait. C'est la part de légumes, fruits, légumes, non énergétiques. Donc plutôt légumes, parce que les fruits sont énergétiques dans le sens où ils apportent beaucoup de glucides. Et que les glucides, c'est l'essence du corps. Hein. Vous vous rappelez, hein, je vous avais fait le petit parallèle avec la voiture. Et ici, bon, bien sûr, là, il n'y a aucun, j'ai rien respecté, mais on pourrait dire que là, on a les protéines, bon, il y en aura un petit peu moins. Ici, les lipides, et ici, hop, les glucides. C'est l'apport journalier, d'accord? Le bol alimentaire journalier. Il faut qu'on ait cet apport à la fin de la journée. Si on fait le point sur nos différents repas, que ce soit 3 plus une collation, que vous sautiez un repas parce que vous faites du jeûne, en prenant trop de protéines et ne compensant pas avec plus de sport, on risque que le cœur augmente en volume, donc des soucis cardiaques. Non, non, pas à ma connaissance, non. C'est pas le cœur qui va prendre du volume à cause des protéines. Hein. Le cœur, il va falloir le faire travailler. Il va sûrement avoir une réaction. C'est intéressant. Je m'étais jamais posé la question, à vrai dire. C'est sûrement que le cœur, au même titre qu'un autre muscle, prendra aussi un petit peu. Mais en fait, là, on parle de fibres musculaires. Or, le cœur, c'est des parois. Hein. Donc, honnêtement, Laurent, là, mais non, pour moi, non, le fait d'être, c'est pas le cœur en fait qui va prendre un volume parce qu'on va augmenter son taux de protéines. Hein. Le taux de protéines, c'est très très surfait. Hein. Alors, il va falloir l'augmenter un peu, oui, parce que c'est ce qui va reconstruire le muscle. Ça, on est ok là-dessus. Il va falloir garder, moi je dirais plus maintenir un taux de protéines. Et toujours pareil, avec des protéines de qualité. J'en étais où? Donc manger équilibré, varier les apports sur les macronutriments. Les fruits et légumes vous apporteront aussi, j'avais complètement oublié de vous le préciser lors du premier live, les micronutriments, donc les nutriments qui sont non énergétiques, hein, les macronutriments, protéines, lipides, glucides, qui sont énergétiques, hein, on a vu tout à l'heure, hein, qui apportent 4 kilocalories pour les protéines, pour les glucides, et 9 kilocalories pour les lipides. Et les micronutriments, donc qui n'apportent pas de calories, qui sont sensiblement vierges en fait. Hein. L'alcool facilite la circulation sanguine. Ouais, le café aussi. Hein. C'est parce que ça liquéfie le sang. Mais moi je parlais d'un excès d'alcool, hein, pas d'un verre, hein, pas juste d'un verre. Je parlais d'excès d'alcool et de ce que ça apportait en termes de calories. Puis après, quand on a envie de prendre une cuite, de toute façon, tous les prétextes sont bons. Hein. Et puis si tu manges plus de fibres, eh bien tu vas faciliter aussi ta circulation sanguine, puisque du coup ça va faciliter le rejet des déchets qui vont venir se stocker dans le sang et de tout ce qui va être cholestérol, donc du mauvais cholestérol principalement. Et donc du coup ça va permettre au corps d'évacuer, on ne peut mieux, tout ce qui va être, excusez l'expression, un saloperie, c'est-à-dire j'entends parler des toxines, les déchets, tout ce que le corps en fait n'a pas besoin, tout ce dont le corps n'a pas besoin lorsqu'il se sert en fait dans notre alimentation. Hein. Voilà, donc qu'est-ce que j'avais noté? Oui, forcément, les bons apports en protéines, bon, pour les gens qui sont omnivores, privilégiez quand même les œufs. Ça, c'est mon avis. Hein. Moi, c'est ce que j'ai eu le plus de mal à enlever. Je le dis à chaque vidéo parce que c'est tellement vrai. C'est ce que j'ai eu le plus de mal à enlever. D'autant plus, ouais, ça donne des palpitations. Ouais, ça dépend de la dose. Toujours pareil. En fait, tout est question de dosage. Effectivement, le café donne des palpitations. Et l'alcool, ça donne des troubles un petit peu aussi. Hein. Je pense qu'à choisir entre un excès de café et un excès d'alcool, voyez, le café, ça va donner forcément des palpitations si vous êtes fragile au niveau du cœur. C'est pour ça que je parle toujours de l'entretien physique du cœur au même titre que d'autres choses. Quand on fait de la musculation, on pense qu'à ses muscles, visuellement, éventuellement à sa force. Après, demain, j'ai un tour de bras ridicule ou j'ai un tour de bras énorme, ça peut me servir dans mon quotidien. Ça va me servir à la plage. Ça va me servir si j'ai un beau tatouage. Après, pour le reste, je dirais que c'est assez secondaire à partir du moment où le muscle est suffisamment fonctionnel.
c'est toujours pareil. Si on prend des muscles à outrance, si on a des deltoïdes énormes, et vous pouvez même plus lever l'épaule. C'est vachement important de pouvoir porter des poids excessifs. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est question de mobilité. C'est aussi pour ça que je m'astreins à un mini échauffement en fonction de toutes mes séances, y compris pour les arts martiaux. Même quand je vais faire quelque chose de plus théorique, il y a un échauffement, systématiquement. Vous voyez, ça c'est super important. La musculation, elle doit aussi vous permettre de tout faire avec votre corps. Pas de vous cantonner à une discipline vraiment spécifique. Sauf si évidemment vous êtes professionnel et que vous faites du bodybuilding, par exemple, pour prendre vraiment le cas extrême de la musculation. Même pas vrai, David? On en reparlera de la mobilité articulaire. Ouais, donc apport en protéines. Tu tombes bien, David. Donc je vous disais, si vous continuez à être omnivore, privilégiez les œufs. Là, tu vas pas me contredire. Et puis après, pour le reste, allez voir mes vidéos sur le végétalisme et puis sur le reste. Donc, sinon, privilégiez les légumineuses qui viennent enfin d'être reconnues comme à part entière, c'est-à-dire qu'elles sont plus classées, elles sont classées dans les légumes, forcément, mais c'est une tranche à part des légumes, parce que c'est un apport en protéines excellent. Ça vous apporte également des fibres, ça apporte des micronutriments, ça apporte beaucoup de choses, les légumineuses, que la viande n'apporte pas. La viande, elle apporte des toxines, et elle a servi vraiment à tuer beaucoup d'animaux avant. Ouais, j'arrête. Au niveau des lipides, j'ai essayé de faire bien, hein, j'ai marqué poisson, mais je le pense pas. Hein. Enfin, si, je le pense, mais non, les poissons, c'est pareil. Et ne vous dites pas, oui, mais les poissons, ça fait pas mal, ça souffre pas. Si, les poissons, ils souffrent comme les autres animaux. Mais c'est pas le sujet, David, je sais, je sors de ce sujet. Donc, privilégiez plutôt les oléagineux, comme je vous dis. Noix de cajou, amandes. Moi, je les prends évidemment pas salées. Le plus naturel possible. C'est l'idéal. Une petite poignée par jour, ça vous apportera tout ce qu'il vous faut en lipides. Les avocats aussi, c'est une super source de lipides. Alors après, pour la planète, au niveau de l'empreinte carbone, c'est moins bon. Voilà. Et l'apport en glucides, bah moi, mon apport en glucides, c'est une cuillère de sirop d'agave, par jour. Et autrement, ce ne sont que des fruits et les céréales. Après, les glucides, il y en a partout, hein. Donc, si vous prenez des céréales, il y a des glucides. Si vous prenez des légumineuses, qu'est-ce que j'ai comme légumineuses, là, vite fait bon, j'ai des graines germées, mais c'est des lentilles. Hein. Il y a des glucides. Ah oui, les graines germées, super aliment, qui vous apportera tout ce dont vous avez. La patate douce aussi, qui a un indice glycémique, bon, on va pas rentrer dans le sujet, hein, plus bas. Sachez aussi que si vous mangez des pommes de terre parce que vous aimez ça, nous, ce soir, avec les enfants, on va manger des frites, c'est pas bien, hein, avec des nuggets de sétan. Donc végétal. Pensez que aussi la manière dont vous allez préparer votre repas, notamment vos pommes de terre, tout ce qui va être féculent, eh bien ça va avoir un impact sur le taux de sucre qui va arriver dans le sang et la vitesse d'absorption du sucre dans le sang. Donc à partir de là, voir s'il sera stocké après dans les tissus adipeux ou s'il sera directement utilisé en tant qu'énergie. Donc ça c'est important. Des pommes de terre, puisque j'étais là, vous les faites cuire à l'eau. Si vous les mangez en purée, par exemple, comme c'est déjà pré-mâché, d'une part, vous n'allez pas avoir l'impression de satiété due à la mastication, qui envoie un indice au cerveau, qui lui va envoyer un indice après au système digestif pour lui indiquer que vous êtes en train de manger et que vous avez peut-être suffisamment mangé. Donc, si vous mangez de la purée, pas de mastication, très peu. Enfin, vous allez mastiquer ce que vous allez avoir avec, à savoir des légumineuses par exemple, des lentilles. Essayez un gratin à lentilles purée. J'ai sur ma chaîne YouTube une recette de gratin patates douces, lentilles. Je vous jure, c'est un régal. Même les enfants, je crois que même Anna, elle adore. Mais Anna, je crois qu'elle va être végétarienne avant la fin de l'année. Végétalienne, on verra. Donc voilà, privilégiez des morceaux plutôt que du moulinet. Le moulinet, c'est pour les enfants, ou pour une fois de temps en temps, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais là encore, tout est dans c'est dans la quantité. Hein. Je vous dis pas, ne mangez pas ça. Si, la viande, je vous ai dit, ne mangez pas de viande. C'est toxique, c'est de la souffrance animale, c'est de la tuerie, quoi. Donc ça sert à rien. Ça, mangez pas de viande. Mais autrement, mangez de tout. Même du chocolat, même, on va y revenir pour le petit-déj. Même du pain, moi je mange du pain. Hein.
préférez les céréales semi-complètes aux céréales blanches. En fait, moins les produits vont être raffinés, mieux ce sera. Si vous mangez du sucre, vous avez besoin de sucre, délaissez le sucre blanc. Privilégiez le sucre roux, le sucre de canne, du sucre plus naturel. Le blanc, c'est pas naturel dans la nature, hein. Les farines blanches, c'est pas naturel, hein, c'est parce qu'elles sont transformées X fois. Le sucre blanc, c'est pas naturel, c'est parce qu'il est industrialisé et traité X fois. Le lait, c'est pas naturel. Non, non, le lait, c'est pas naturel, hein. La vache, elle est inséminée, hein, pour qu'on puisse faire du lait, hein. La vache, elle fait pas du lait toute l'année, hein. C'est pas un distributeur automatique de lait, la vache, hein. Il faut qu'elle soit enceinte pour faire du lait. Donc c'est pas naturel, le lait. Et le sel, le sel iodé à petite dose, parce que ça apporte de l'iode et c'est indispensable aussi, notamment pour les capacités oculaires. Oui, ou tout ce qui est coco, enfin tout ce qui est à base de produits naturels, d'accord. Manger le moins industriel possible. Ça, c'est si je veux une conclusion, je pense que c'est une bonne conclusion. Donc le petit déjeuner. Alors le pain beurre, moi je suis un fan de pain beurre. Enfin, j'étais un fan de pain beurre. Je suis toujours pain, hein. Je mange toujours du pain. Alors beaucoup moins évidemment, hein. Plus de pain blanc que du pain semi-complet. Et puis plus de beurre, margarine végétale. Vous savez que la margarine à la base est végétale et que dans certaines margarines, ils arrivent à mettre des produits laitiers, de la crème notamment. Donc là, il faut m'expliquer pourquoi. Ça sert à rien, la margarine, elle est végétale, c'est ce qui la différencie du beurre en fait, tout simplement. Donc si j'ai des amis véganes là, ou même quand vous prenez une margarine végétale, regardez quand même la table des ingrédients. Ça, moi je regarde toujours, mais même quand j'ai l'habitude de prendre, ça m'arrive de revérifier, parce que des fois il y a quelque chose qui est passé à la trappe, hein. Donc pour le petit déjeuner, ça n'empêche pas. Porridge, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, hein. Je prends environ 100 grammes de flocons d'avoine, avec une banane, une demi-banane en fonction, pour apporter des glucides, mais bon, déjà les flocons d'avoine vont apporter des glucides. L'avantage des flocons d'avoine, c'est qu'il n'y a pas de gluten dedans pour les gens qui sont intolérants. Bon, il y en aura dans le pain, hein, alors, bon. Sauf si vous prenez du pain à la petite épeautre, ou vous savez, c'est le pain en fait que vous payez 10 € les 30 grammes, quoi, hein. Donc moi, j'ai du pain avec gluten, mais ça ne pose pas de problème pour l'instant. Donc voilà, mon petit déjeuner type, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. 100 grammes de flocons d'avoine avec une demi-banane et entre 100-200 millilitres à peu près de boisson végétale. Donc là, je recommande aussi le soja. Le mythe du soja qui transforme, enfin qui féminise, c'est de la connerie, hein. Il n'y a aucune étude qui explique ça, sauf que là où ils mangent du soja, généralement ils vivent beaucoup plus vieux que nous et en meilleure santé. L'Asie par exemple, hein. Ben non, justement, je les laisse tremper toute la nuit avec ma boisson au lait végétal. Donc, comme je vous dis, le soja, pourquoi? Parce que quand vous prenez des boissons au soja françaises, Sud-Ouest, Sojason, oui, il y en a plein. Les flocons d'avoine, je laisse tremper toute la nuit avec ma banane, ma demi-banane en fonction, hein. J'essaie de ne pas excéder 100 grammes de banane parce que je sais que je vais manger beaucoup de glucides. Donc, je suis même plutôt descendu à 60-80 grammes. Je laisse au réfrigérateur toute la nuit, ce qui fait que les flocons d'avoine vont absorber, vont prendre du volume, ce qui va me permettre de me rassasier un peu plus vite le matin. Parce que c'est pareil, je suis comme toi, je mange beaucoup le matin. Je pense que c'est parce que notre corps consomme beaucoup la nuit, comme on est des petits gabarits un peu nerveux, et que du coup le matin on crève la dalle, quoi. Il faut le dire. Et le matin, je rajoute, ah oui, parce que je rajoute des fruits. Alors, soit je mets des fruits rouges pour leur côté antioxydant, soit du kiwi que j'ai toujours avec moi. Donc des kiwis français, hein, ça sert à rien de les faire venir de Tataouine, hein. Quoique je ne sais pas si on fait encore à Tataouine. Des kiwis pour leur apport en vitamine C et ici c'est pareil, ils sont une super source de glucides. Et les autres sont antioxydants. Et les deux en fait seront positifs pour booster votre métabolisme et vous donner l'énergie nécessaire pour lutter contre le coronavirus par exemple. Non, pour tout faire. Donc voilà, et après je te rassure Maëva, moi aussi c'est trop dur sans pain, je me mange un petit peu de pain. Ça dépend des périodes, mais je mange assez peu de pain ensuite sur le reste de la journée. Et donc du coup je mange du pain le matin. Alors avec de la margarine, c'est pareil. Je fais attention, ma tartine elle est comme ça, je mets un côté avec de la margarine, mais vous savez je suis né à Paris, hein, donc c'est raclé, les Parisiens ils raclent
le beurre, c'est ce qu'on dit, hein. Ils raclent le beurre sur les tartines, moi je racle la margarine sur la tartine. Je sais même pas s'il y a 1 gramme de margarine sur la tartine, peut-être même pas, hein. Et je mets un filet de sirop d'agave que j'étale bien avec la cuillère, comme ça j'ai ce goût sucré et j'ai ce café. Donc en fait, je n'ai pas sacrifié mon petit déjeuner qui était ma base avant. Je l'ai juste végétalisé, c'est-à-dire que j'ai enlevé le beurre, j'ai remplacé par la margarine, j'ai enlevé le miel que j'ai remplacé par le sirop d'agave et je garde mon café, même si j'ai énormément réduit aussi ma consommation de café. Et j'ai mon porridge qui m'apporte énergie, protéines, pour la journée, enfin pour la matinée du moins. Si vous ne savez pas ce que c'est, je pourrais vous faire un live sur le végétalisme, sur le véganisme, il n'y a pas de problème. Bonne soirée, on se retrouve dimanche pour du body combat. Ciao!